Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du paradoxe de Saint-Pétersbourg, un paradoxe assez compliqué si vous vous lancez là-dedans dans le grand oral, c'est intéressant, mais voilà, il va falloir quand même bien réfléchir aux tenants et aux aboutissants. Première chose, d'abord qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? Ensuite pourquoi il s'appelle paradoxe de Saint-Pétersbourg? Qui a, a lancé, on va dire, l'idée? Et ensuite on va étudier ça mathématiquement. Donc premièrement, un paradoxe, alors comme on peut le lire un peu partout, ici j'ai pris ça donc sur Wikipédia, c'est une idée ou une proposition surprenante, c'est-à-dire qui va contre le sens commun. Voilà. Donc vous avez du grec paradoxos, voilà, pour ceux qui comprennent le grec, sinon ça vient de para donc contre et doxa opinion, donc c'est contre l'opinion commune, voilà, contre le sens commun. Ensuite, paradoxe mathématique, c'est plutôt une proposition qui contient une contradiction. D'accord? Par exemple, il est interdit d'interdire. C'est des phrases qu'on prononce et quand on essaie d'étudier, on a comme ça une absurdité. Pour tous ceux qui comptent présenter ça au grand oral, il est quand même préférable que vous connaissiez d'autres paradoxes. Alors, un des paradoxes les plus connus, c'est le paradoxe du barbier de Séville. Une phrase: un barbier donc à Séville, une ville espagnole, disait à ses clients: je rase toutes les personnes de la ville qui ne se rasent pas elles-mêmes. Le barbier étant un homme, on peut se poser légitimement la question: qui rase le barbier? Voyez? Pourquoi est-ce un paradoxe? Eh bien, si le barbier se rase, il est censé raser toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes, donc il y a un problème, puisqu'il raserait ici quelqu'un qui s'est rasé elle-même. Et si il ne se rase pas lui-même, il est censé, d'après la phrase, se raser. Donc vous voyez qu'il y a une absurdité dans cette phrase, et donc c'est un paradoxe peut-être le plus connu, le plus simple à expliquer. Le paradoxe de Saint-Pétersbourg, lui, il est un petit peu plus fin que ça quand même, parce qu'on est déjà dans le chapitre des probabilités, toujours très très fin les probabilités, et là on va aller se frotter à l'espérance, et des choses qui sont des sommes infinies, donc on est quand même sur vraiment des choses très abstraites. Alors, l'idée vient donc des membres de la famille Bernoulli, famille suisse, ils sont plusieurs. Nicolas Bernoulli donc envoie un petit problème à un ami qui en fait part à Daniel Bernoulli qui lui vraiment va s'occuper de ce paradoxe et va vraiment l'étudier dans les détails. Donc c'est un petit peu lui, on va dire la vedette, si on peut dire ça comme ça, de ce paradoxe de Saint-Pétersbourg. Et c'est la question qu'on doit se poser aussi légitimement. Pourquoi Saint-Pétersbourg? Eh bien parce que Daniel Bernoulli a tout simplement, à cette époque-là, il était donc professeur à l'université de Saint-Pétersbourg. Donc je vous ai mis la carte ici, Saint-Pétersbourg, une ville en Russie, donc ici vous voyez en dessous de la Finlande, et à droite de l'Estonie. Donc voilà pour l'idée, paradoxe de Saint-Pétersbourg. Comme ça, on sait un petit peu pourquoi ça s'appelle comme ça. Maintenant, quel est ce paradoxe? Et quelle est l'origine, quel est le problème qui amène à ce paradoxe? On a deux joueurs, A et B, ça c'est le problème d'origine. A lance une pièce, à l'époque un ducat, donc une ancienne monnaie d'argent, donc qui a été utilisée jusqu'à la fin du XXe siècle, d'accord? Donc c'est comme toutes les pièces, on a une pile et on a face. Un côté face, un côté pile. Le joueur A va lancer la pièce jusqu'à ce qu'il fasse avec sa pièce, jusqu'à ce que ça tombe sur face. Et là, on va faire un arbre pour clarifier la situation. Donc il jette la pièce. Donc A jette la pièce. Soit il fait donc face, et dans ce cas-là, il gagne ici un ducat. D'accord? S'il fait pile, il rejette la pièce. D'accord? Donc il a encore le choix de faire face ou pile. Dans ce cas-là, s'il fait face au deuxième coup, il n'aura pas gagné un, mais deux ducats. Et s'il a fait pile, il rejette. D'accord? Donc on aura face. Donc ici, alors je vais mettre droit pour qu'on ait la place. Ici, il aura donc pas 3, pardon, mais à chaque fois ça multiplie par 2. Donc 1, 2, 4, et on continue. S'il a fait pile, il continue encore. Et donc face, pile. Et donc ici, il aura non pas 4, mais 8. D'accord? Et s'il a fait pile, il continue. Et à ceci infiniment. S'il faut. C'est-à-dire que il faut aller jusqu'à temps qu'on fasse face. Ça veut dire qu'on peut jeter la pièce 100 fois, 200 fois s'il faut. Évidemment, ça sera rare, mais on peut imaginer que ce jeu n'a pas de fin, puisqu'on peut. Un événement quasi impossible, c'est de faire tout le temps que des piles. Donc, ainsi de suite. Voilà, c'est ça le jeu qui va amener au paradoxe de Saint-Pétersbourg. Pour résumer, si A fait son premier face au énième coup,
B va lui donner 2 puissance n ducats ou euros, hein, dans notre vidéo après, donc on va rester sur des euros pour être plus actuel. Hein. D'accord? Alors, où est le paradoxe? Tout d'abord, la question qu'il faut se poser, c'est, ici, vous voyez, à chaque fois, B donne de l'argent, donc ça, c'est pas un jeu qui est intéressant. Donc, le problème, c'est quelle va être la mise de départ, c'est-à-dire, autrement dit, combien va devoir mettre sur la table A pour pouvoir jouer à ce jeu? Quelle mise serait raisonnable? Est-ce que A doit miser 200 euros pour jouer, 10 euros, 1 euro, 4 euros, etc. D'accord? Donc, ça, c'est la question. Maintenant, on va rentrer dans le calcul des probabilités. Alors, on va appeler Fn l'événement A a fait face la première fois au nème lancé. Donc, simplement, F1, il a fait face au premier lancé. Donc, ici, ça veut dire qu'il a lancé sa pièce. Je vais refaire l'arbre tranquillement. Ici, face au premier coup, pile au premier coup. Donc, une pièce, 1,5, 1,5. Donc, la probabilité de faire face au premier coup, c'est 1,5. On continue. Évidemment, là, le chemin qui passe par la fin s'arrête. Là, on ne lance plus la pièce. Maintenant, s'il a fait pile, il va relancer. Donc, il peut faire face au deuxième coup ou pile au deuxième coup. Et ici, on lance la pièce de façon indépendante. On a toujours 1,5, ici 1,5. Donc, la probabilité de faire F2, évidemment, c'est la probabilité d'emprunter le chemin P1, F2. Et donc, on fait le produit des probabilités, 1,5 fois 1,5, 1 quart. Donc, c'est 1,5 au carré, 1 quart. Voilà, maintenant, face au troisième. Ça veut dire qu'ici, on avait fait pile aux deux premiers. Donc, on a notre F3, P3, pile au troisième, toujours 1,5, 1,5. Et donc, la probabilité de F3, ça sera donc 1,5 fois 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire 1,5 au cube, donc 1 sur 8. On comprend bien que la probabilité de faire face au nème coup dans cette expérience, c'est donc 1,5 à la puissance n. Si on enlève les parenthèses, ça fait 1 sur 2 puissance n. Comme on avait ici 1 sur 2 au carré et ici 1 sur 2 au cube. Et donc on peut représenter, vous voyez, à chaque fois on descend P4, P5, P6, etc., etc. Et à chaque fois possibilité. Donc ici, quand on est en P2, on peut faire F4 avec une probabilité toujours ici 1,5, donc on sera sur 1/8. Ici F5, on sera sur 1/16. Ici F6, 1/32, etc. Alors maintenant, on va mettre ça dans un tableau. Donc ici, la somme, on va mettre somme que donne B, autrement dit la somme que va gagner A. Et ici, la probabilité. Alors, s'il fait pile au premier coup, on a dit qu'il avait 1 ducat, 1 euro, voilà. Ici, 1, probabilité, on a dit 1,5. Ensuite, deuxième coup, on a dit 2, et ça sera 1,5 fois 1,5, 1 quart. Ensuite, on a 4 pièces, d'accord, donc 1/8, et ainsi de suite. Pour le troisième coup, enfin quatrième coup, 1/16, ainsi de suite. Donc là, 2 puissance n, d'accord, donc au n coup, au n plus unième coup, pardon. Ici, on a donc 1 sur... Alors ici, vous voyez qu'à chaque fois, on a le nombre d'après. Donc si j'ai 2 puissance n ici, là, j'ai 2 puissance n plus 1. Là, j'ai 2 puissance 0, là j'ai 2 puissance 1, là j'ai 2 puissance 1, là j'ai 2 puissance 2. Donc on a toujours ici un écart ici de 2 au niveau de la puissance entre la somme qu'on gagne et la probabilité. On a déjà vu donc ici que pour qu'un jeu soit équitable, il faut que l'espérance ici soit égale à 0. Donc on va être amené, pour voir une mise de départ intéressante pour A, mais il faut être amené donc à calculer l'espérance. Comment calcule-t-on l'espérance? Donc on a fait tout ce qu'il faut juste avant. Donc l'espérance ici, alors on va l'appeler espérance donc du gain. Eh bien, du gain donc, c'est-à-dire du gain de A, qu'on soit clair. Eh bien, ça sera la somme donc des probabilités multipliées par les gains. Donc ici, c'est la somme des fameux PI XI. Donc on prend chaque probabilité qu'on multiplie par le gain associé. Donc ici, on a 1,5 fois 1, plus 1 quart fois 2, etc., etc., etc. Alors c'est une somme ici qui est infinie. Ça, c'est compliqué parce que, effectivement, on peut, c'est évidemment quasiment impossible, mais on peut faire que des piles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si vous remarquez, à chaque fois, on a donc 1,5 à une certaine puissance, 1,5 par puissance n, plus 1,
fois 2 puissance n. Et 2 puissance n sur 2 puissance n plus 1, ça fait 1 sur 2. Donc, conclusion, eh bien notre espérance, à chaque fois, c'est une somme infinie de 1,5. C'est-à-dire qu'ici, vous aurez 1,5, plus 1,5, plus 1,5, etc., etc., etc. Et donc, eh bien, l'espérance, ici, l'espérance donc du gain de A est infinie. Je refais le calcul pour ceux qui ont un petit peu de mal. Donc l'espérance de notre gain, en ayant une mise, enfin un premier gain de 1, puis 2, puis 4, c'est donc, je répète, 1,5, donc une probabilité d'1,5 d'avoir un ducat ou un euro. Ensuite, une probabilité de 1 quart d'avoir 2. Ensuite, 1/8 d'avoir 4. 1/16 d'avoir 8. Et ainsi de suite. Et vous voyez, vraiment, j'insiste, à chaque fois, les produits que vous faites font 1,5. Parce qu'il y a des simplifications. Donc, on a 1,5, plus 1,5, plus 1,5, etc. Donc, si on continue, en fait, on aura une somme qui est plus l'infini. Donc, on a ici une espérance de plus l'infini. L'espérance, habituellement, c'est le gain moyen. Donc là, on aurait en fait un gain moyen infini. Donc, quelle mise de départ peut-on proposer pour que le jeu soit équitable? Eh bien, premier problème, on n'a pas de mise, on ne peut pas mettre une infinité d'argent. Hein, d'accord? Donc là, on n'a pas déjà de mise qui rend ce jeu équitable. Ce qu'on peut dire, c'est que quelle que soit la mise de départ pour A, si A mise par exemple 1 milliard, il est, si on se fie à l'espérance, hein, le jeu est favorable donc toujours à A. Quelle que soit la mise de A, le jeu semble favorable à A. On a donc ici, première chose qui est intéressante à signaler, hein, c'est que quelle que soit la mise de A, si on se fie à l'espérance, eh bien ce jeu il est bien favorable à A. Ça c'est donc la première chose à remarquer. La deuxième, et si on se fie à la traduction qu'on fait habituellement de l'espérance, ça signifierait ici que les gains moyens sont infinis. Et là, on a un paradoxe, quelque chose qui est contre l'intuition. Pourquoi? Regardons un petit peu les probabilités dans ce jeu. On a dit que la probabilité de faire face au énième coup, c'est 1 sur 2 puissance n. Alors, les puissances de 2, on va en parler. Voici les 33 premières. Donc, ici, on voit la taille des nombres. 2 puissance 10, très connu, c'est 1024. Donc, la probabilité de faire face au 10e coup en premier, c'est donc de 1 sur 1024. Et dans ces cas-là, combien vous gagnez? Vous gagnerez 512 €. Donc, vous avez une chance sur 1024 de gagner 512 €. On est loin, en fait, intuitivement, de l'idée qu'on va gagner une infinité d'argent. Si vous faites face au 20e coup, ce qui est extrêmement rare, hein, ici, c'est 2 puissance 1, il faut que j'aille chercher à peu près sur du 1 million. On a à peu près une chance sur 1 million. D'accord? Et on a donc une chance sur 1 million de gagner bien à peu près 500 000 pièces. Donc, vous voyez qu'ici, vraiment, le paradoxe, il réside dans l'idée qu'on peut se faire d'un gain infini. Ça veut dire que quand on va jouer à ce jeu, on sent pas vraiment, on se dit pas qu'on va gagner vraiment énormément d'argent, hein, parce que on va assez vite rentrer dans des cas où on va faire face assez vite. Hein. Ici, on a donc une chance sur 2, déjà vous faites face. Ensuite, une chance sur 4, une fois sur 4, vous mettrez juste de 2 coups. Une fois sur 8, vous mettrez 3 coups. Donc, les gros gains vont arriver avec des fréquences très petites. Ici, on est sur, par exemple, 2 puissance 25, on est sur une chance sur 33 millions. 2 puissance 30, on est sur une chance sur 1 milliard. Donc 1 milliardième de fois, en moyenne, vous allez aller gagner justement 500 millions d'euros. Donc le paradoxe est là, c'est que l'espérance ne traduit pas ce sentiment du joueur face à la mise de départ. Une mise rationnelle serait de miser au maximum tout ce qu'on a, hein, mais on sent bien que si on demande aux gens combien ils sont prêts à miser, jamais ils ne miseront beaucoup. Et donc ici, on entre dans une deuxième notion, qui est plus compliquée je pense après, justement c'est qu'est-ce qui fait qu'on va miser beaucoup à ce jeu ou qu'on va finalement miser peu. Et là, pour un élève de terminale, on est assez limité, hein, parce qu'on est dans un cas où l'espérance est infinie, donc la fameuse loi des grands nombres ne s'applique pas. Hein. Donc le gain moyen n'est pas traduit par l'espérance. Donc ça, c'est une première chose qui est très délicate pour un élève. Donc
hein. Il ne faut pas forcément se lancer là-dedans, même si c'est quand même un problème important. Le deuxième problème, c'est que dans la vie réelle, eh bien, le joueur B, qui est, on peut dire, un casino, eh bien, il a une quantité limitée d'argent. Il ne peut pas fournir si le joueur A est dans un événement rare, avec par exemple 20 ou 32 phases d'affilée. Donc, on va mettre une petite variante. On va limiter la mise maximum de B pour rendre les choses plus réelles. D'accord ? Donc, on va regarder ce qui se passe. Donc, imaginons que le joueur B, c'est un casino avec 2 puissance 20 euros maximum. Si le joueur fait 21 faces ou plus, il gagne 2 puissance 20. Donc, ça veut dire qu'ici, on va calculer notre espérance. Donc, espérance donc, du gain de A. C'est-à-dire ce que va payer B. Alors, s'il fait donc face dès le premier coup, on aura donc un demi fois 1. S'il fait face au deuxième coup, un quart, donc un demi au carré, fois 2. Ensuite, on va aller jusqu'à ici. Donc, s'il fait face au 20e coup, on aura donc ici 1 sur 2 puissance 20 fois 2 puissance 19. D'accord ? Ensuite, forcément, il va faire soit face, soit pile au coup d'après. Et donc, dans tous les cas, il gagnera après 2 puissance 20. Donc là, on a 1 sur 2 puissance 21 fois 2 puissance 20. Et on s'arrête. Dans tous les cas après, il gagne de toute façon 2 puissance 20. Donc ici, eh bien, à chaque fois, vous pouvez remarquer, encore une fois, on a 1 demi, plus 1 demi, etc., etc. Et à chaque fois, ça fait 1 demi. Alors des termes, on va de 2 puissance 1 à 2 puissance 21. On a donc 21 termes. On a donc 21 fois 1 demi, c'est-à-dire 10,5. Et cette fois-ci, vous voyez, en fixant une mise maximale, c'est-à-dire une banque maximum pour le casino, pour le joueur B, on a une espérance maintenant qui est finie. On peut aussi citer dans ce thème le comte de Buffon, Georges-Louis Leclerc, le comte de Buffon, qui est très connu parce qu'il a fait une approximation du nombre pi en lançant successivement des aiguilles sur un plancher. Il a aussi testé de façon empirique, c'est-à-dire en faisant des tentatives répétées, ce paradoxe. Et voilà, donc ça, sur un oral, ça peut être assez sympa. Donc il paraît-il qu'il aurait donc engagé un enfant ou des enfants pour justement tirer à pile ou face, voilà, et enregistrer les résultats de 2048 parties. Voilà. Et ce qu'il en a conclu, c'est que sur ces donc 2048 parties, à condition donc d'être dans les mêmes conditions que nous, eh bien il est à peu près, donc on est sur 4,9 à peu près, on va dire à peu près 5 euros de gain moyen. Vous voyez, ce qui n'est pas du tout en accord avec notre espérance infinie. Donc là, on a vraiment des choses intéressantes qui sont effectivement paradoxales. Puisque sur une espérance qu'on attendrait infinie, avec une expérience réalisée sur 2048 parties, on n'est qu'à une espérance de 5, un gain moyen de 5. Et donc ici, il y a matière justement à soulever le paradoxe. Arrive maintenant une deuxième notion, plus compliquée, plus fine, notion un peu économique, c'est ce qu'on appelle l'utilité de l'argent. Effectivement, 100 000 euros de gain, pour quelqu'un qui est riche, eh bien, ça peut représenter très peu, donc c'est peu utile, alors que pour quelqu'un de pauvre, ça représente beaucoup. Et donc, on peut en fait mesurer l'envie qu'on a de jouer avec ce genre en fait, d'indicateurs. Alors, l'idée donc de Daniel Bernoulli, eh bien, Bernoulli, c'est la suivante, c'est qu'il a considéré que l'accroissement de l'utilité, c'est-à-dire l'augmentation de l'utilité, est inversement proportionnel au capital. Autrement dit, plus vous êtes riche, plus une petite augmentation va représenter peu. Et donc, mathématiquement, ça va donner ce qu'on appelle une équation différentielle. Donc là, on est sur le problème de mathématiques de terminale, l'équation qui est la suivante. Parce que l'accroissement, c'est lié à la dérivée, d'accord ? Donc, l'accroissement de la dérivée, c'est-à-dire U', la dérivée donc, de l'utilité en fonction du capital est inversement proportionnelle. Donc, inversement proportionnelle, ça vous multipliez par une constante et vous divisez donc par le capital. D'accord ? Alors, cette constante ici, on va la prendre égale à 1 pour simplifier vraiment l'idée. Donc on va considérer que la dérivée donc, de l'utilité par rapport au capital, c'est 1 sur C. Donc, c'est une équatif très simple, ça veut dire que ici le capital, primitif de 1 sur C, c'est du logarithme. Donc on est sur du ln de C plus une constante. Ça veut dire qu'ici, quand votre capital augmente, quand vos gains augmentent, eh bien l'utilité que vous en avez, elle augmente beaucoup moins, elle augmente du logarithme, d'accord ? Et vous connaissez la forme du logarithme. On est vraiment dans le cadre du programme. On a une forme qui est caractéristique comme ceci, avec des pentes de plus en plus plates. Donc, si vous placez au départ, effectivement, quelqu'un
qui est ici, donc avec un capital C. Si vous augmentez son capital un tout petit peu sur la courbe, vous allez, puisqu'on est encore sur les pentes assez hautes, vous allez avoir justement le rajout que vous faites de capital est très utile. D'accord ? Si vous êtes sur les gens qui sont très très riches, eh bien, vous êtes sur une partie donc de votre courbe très plate. Donc ici, eh bien, la même augmentation ici de capital sur la courbe représentera en ordonnée, ici vous voyez il y avait une augmentation visible, ici si vous êtes sur la partie très plate, eh bien vous pouvez rajouter une certaine somme d'argent, évidemment, en termes d'utilité, de représentation ici dans l'esprit, eh bien c'est très faible, vraiment on a un écart ici qui est tout petit, et voilà pourquoi en fait le lien de chacun à la mise de départ va dépendre de son capital. Et tout ça, ça rentre en jeu en fait dans ce paradoxe. Donc c'est un paradoxe qui est très compliqué, bien sûr. Pour ceux qui auront cherché, qui trouveront, on peut aussi calculer vraiment schématiquement l'espérance de l'utilité. On a vu que l'espérance était infinie. L'espérance de l'utilité, elle, on va avoir une somme qui est à peu près, là vraiment on est sur des maths compliquées, sur donc l'utilité. Donc on a gagné à peu près 2 puissance C avec une probabilité de 1 sur 2 puissance C plus 1. On est sur une somme qui est quand même très compliquée, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de calcul, mais cette somme-là, elle est finie. Alors déjà, le C, on peut le sortir de logarithme, donc on a en fait un logarithme de 2 qui est en facteur que je peux me mettre devant, et on a la somme de quelque chose qui est du C sur 2 puissance C plus 1. Alors ça, on sait très bien le calculer en maths, d'accord ? On est dans des sommes de choses qui ressemblent à nx puissance n, d'accord ? Des sommes ici, quand x égale 1,5, des sommes qui sont finies. Donc il se trouverait que ici, l'espérance de l'utilité, elle est finie. Alors pour ceux donc qui se lancent dans un grand oral, alors selon la conclusion, on peut citer l'importance donc de ce paradoxe, de ce problème dans l'histoire des maths, et notamment dans la théorie des jeux, c'est-à-dire la réaction des gens face à des gains et des enjeux. Et notamment un scientifique très important là-dessus, c'est, vous pouvez aller regarder John von Neumann, un scientifique brillant dans beaucoup de domaines, qui a notamment étudié justement la théorie de l'utilité, et a fait beaucoup de choses donc sur la théorie des jeux. Ça, c'est une première chose dans la conclusion qu'on peut donner. Ensuite, bien rappeler que le problème dans notre exercice, dans notre paradoxe, c'est le problème avec l'infini. Les gains infinis, le temps infini. Et donc, ici, souligner que ça reste quand même pour un élève de terminale difficile, manipuler les infinis. Donc, c'est pour ça qu'on ne rentre pas vraiment dans tous les détails. On soulève des problèmes, on s'y intéresse, mais sans forcément être capable, évidemment, de répondre à tout ça. Il faut savoir aussi que c'est un problème qui est encore d'actualité. Il y a encore des chercheurs qui vraiment essaient de regarder un petit peu les tenants et les aboutissants de ce paradoxe entre justement cette espérance infinie et le sentiment qu'on a de ne pas vouloir jouer justement beaucoup d'argent ou de ne pas vouloir jouer trop d'argent. Vous pouvez aussi conclure en vraiment reparlant des événements rares. C'est-à-dire, effectivement, on peut se dire que faire 20 piles d'affilée, c'est quasiment impossible. Mais quand on est dans un cadre de casino où des joueurs viennent jouer tous les jours, eh bien, ces événements rares, on va avoir quand même des chances de se produire. Et le jour où ils se produisent, ça peut être catastrophique pour le casino. Donc, vraiment faire attention à tout ça. Voilà. Donc, je rappelle, c'est juste une petite vidéo pour parler un petit peu du paradoxe de Saint-Pétersbourg pour ceux qui ici seraient lancés dans le grand oral. Donc pensez bien à ne pas placer votre grand oral sur trop haut, parce qu'on va vous poser peut-être des questions. C'est quand même difficile à expliquer l'utilité. On n'est plus vraiment en mathématiques, on est plutôt dans la théorie des jeux. Donc là, vraiment faites un petit peu attention. Restez peut-être dans l'explication du fonctionnement de l'exercice, de ces petites variantes. Limitez la mise du casino, la mise maximale. Ça c'est quand même des calculs qui sont intéressants. Et qui permettent de mettre en évidence le problème d'infinitude de l'argent dans ce genre de problème. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu pour ceux qui traiteront de ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.